Alors, je vais laisser là pour le moment l'aspect historique des choses. Enfin, pas pour le moment, je vais laisser là l'aspect historique des choses et nous allons faire un bond dans notre siècle abominable. Et je voudrais vous parler d'un monstre absolument abominable qui s'appelle les droits de l'enfant. J'ai eu au téléphone un bon catholique, il y a pas plus tard qu'il y a 2 jours, qui m'a dit « Marion, il faudrait venir parler chez nous, on voudrait défendre les droits de l'enfant. » Je lui ai dit « Pas sans moi. Les droits de l'enfant, c'est une abomination. Je vais vous expliquer ce que c'est que les droits de l'enfant. » Alors, a priori, si on entend dire droits de l'enfant, on dit « c'est bien ». Les droits de l'enfant, ça sonne joli. On parle du droit des parents, auquel on rappelle qu'ils ont surtout des devoirs, mais à partir du droit des parents, on arrive au droit de l'enfant. Les enfants ont des droits, il faut respecter ces droits. Et savez-vous ce qui s'est fait il y a 1 an ou 2 maintenant, au nom des droits de l'enfant? Eh bien, on vient d'interdire la fessée. L'enfant a le droit de ne pas recevoir de fessée. Ça fait partie. Alors, qui est pour l'interdiction de la fessée? Qui est pour l'interdiction de la fessée? La loi anti-fessée a le soutien de Marlène Schiappa et Madame Agnès Buzyn. Hein, on en a entendu parler depuis. Cette loi anti-fessée a été largement défendue par le défenseur des droits, un certain Jacques Toubon, qui recommande l'inscription dans la loi de la prohibition des violences éducatives ordinaires. On ne dit pas on va interdire la fessée, on va interdire les violences éducatives ordinaires. Si on veut condamner la violence, on se fait bien voir. Les droits de l'enfant d'un côté, la violence ordinaire de l'autre, ça va passer. Et Jacques Toubon a dit « Le droit n'interdit toujours pas en France la fessée ». Il est temps que la France se mette franchement au goût du jour. Attendez, vous vous rendez compte, la France est un des derniers pays en Europe à ne pas encore avoir interdit la fessée. Et il se désole et il dénonce une jurisprudence qui admet un droit de correction. Vous vous rendez compte, la loi en France vous autorise à corriger vos gosses. Quelle horreur, mon Dieu, mon Dieu. Avec la nouvelle loi, il n'en sera plus question. Alors, la France a pris un engagement en 1989 en signant la Convention internationale des droits de l'enfant. C'est pas beau ça? Convention internationale des droits de l'enfant. Et tout le monde a signé. Hein. Tout le monde a signé la Convention internationale des droits de l'enfant. Et depuis, la France est exposée aux sanctions de l'ONU parce que elle refuse toujours de sanctionner la fessée, d'interdire la fessée. La loi d'interdiction de la fessée a été écrite par le MoDem et soutenue par Agnès Buzyn, alors je ne vous la présente plus. Et cette loi entend rompre avec l'appréciation parfois souple de la jurisprudence d'un droit de correction. C'est-à-dire qu'en fait, ce que cherche la loi, c'est pas d'interdire la fessée, c'est d'interdire tout châtiment corporel. Châtiment corporel, interdit. C'est ça. C'est ça. Et c'est les droits de l'enfant. Hein? L'enfant, il a le droit de ne pas subir de violence. Un éducateur spécialisé, dont je ne vais pas noter le nom ici, mais j'ai tout ça à la maison, dénonce les préjugés qui donnent aux adultes le droit de disposer du corps de l'enfant sous prétexte d'éducation. Bon. Donc quand vous voulez mettre une fessée à un sale gosse, vous vous servez du prétexte de l'éducation pour le maltraiter. Et ce que nous explique cet éducateur spécialisé, ce n'est pas une loi contre la fessée, mais une loi pour l'abolition des violences corporelles. C'est pas beau ça? On va abolir les violences corporelles. C'est bien. On est tous d'accord. Les violences corporelles, c'est affreux. Il ne s'agit pas de criminaliser la fessée, non, mais de repenser l'intégrité physique et morale de l'enfant en affirmant son droit à voir son corps respecté. Papa me touche pas, tu dois respecter mon corps. C'est comme ça qu'il écrive, hein. La domination adulte est le terreau fertile de toutes les autres formes de domination. C'est-à-dire que si vous avez été maltraité par papa quand vous étiez petit, vous allez devenir un maltraitant à votre tour, et vous allez devenir un homme violent qui va battre sa femme, etc. Terroriste et tout. Tout découle de là. L'interdiction de la fessée va donc tout résoudre. Halte à la domination, égalité pour tous, ni Dieu ni maître. On y est. Tout ceci est totalement idéologique et repose sur une idéologie violemment anti-religieuse et anti-tradition. Cherchez pas autre chose. C'est exactement ça. Et le corollaire de toutes ces grandes démonstrations, c'est une ministre qui l'a dit, Laurence Rossignol. Elle a dit « Les enfants n'appartiennent pas à leurs parents ». Et elle l'a dit à l'Assemblée nationale. De vous à moi, personne n'appartient à personne. Appartenir, le mot me choque.
Mais enfin, qui a la responsabilité des enfants? Ce sont bien les parents. Et ce qu'elle dit en disant les enfants n'appartiennent pas à leurs parents, c'est non. Mais dans ce cas-là, ils appartiennent à qui, dites-moi? L'État. À l'État. Voilà. L'État. Voilà. Et à l'État. Donc, tous les arguments contre la fessée sont des arguments contre la violence, on ne peut pas être contre. Quand on dit, est-ce qu'on a le droit de battre un adulte? Non. Bah alors, pourquoi aurait-on le droit de battre un enfant? C'est horrible. C'est horrible. Eh bien, la loi qui interdit la fessée a été votée le 30 novembre 2018, en plein déferlement des Gilets jaunes. Et j'aime autant vous dire que la presse, elle regardait ailleurs à ce moment-là. 30 novembre, il y a la marée jaune qui s'empare de la France. Et au milieu de la nuit, en première lecture, par 51 voix, je signale qu'il y a quand même 577 députés qui sont censés la nuit dormir et travailler le jour. Non, au milieu de la nuit, en première lecture, la loi a été votée par 51 voix contre et 51 voix pour, contre, une contre et 3 abstentions. Et les 570 autres, ils étaient où? Ils s'amusaient avec les enfants. Ils s'amusaient avec les enfants. Au milieu de la nuit. Il n'y a pas un député sur 10 qui s'est déplacé pour au moins discuter ce sujet. C'est monstrueux. Adopté en première lecture. Pas eu d'amendement. Seul Emmanuel Ménard a voté contre. Emmanuel Ménard, extrême droite. Tout ce qui est autorité, c'est extrême droite. Est-ce que l'autorité parentale, c'est une notion d'extrême droite? Il va falloir le comprendre. Il va falloir le comprendre. Et il a été dit, le but est d'inscrire dans le Code civil, à l'article lu lors des mariages, que l'autorité parentale s'exerce sans violence physique ou psychologique. Violence psychologique. Non! Non, je t'interdis. Violence psychologique. Papa, est-ce que je peux? Non. Violence psychologique. Vous n'avez plus le droit de commettre des violences ni physiques ni psychologiques contre vos enfants. Mais qui va définir la violence? C'est eux. C'est eux. Comment détermine-t-on la violence psychologique? La violence psychologique, c'est tout ce qui va s'opposer au désir ou au caprice d'un enfant. Alors, la nouvelle règle édictée, on nous a dit, la nouvelle loi, ne s'accompagnera pas de sanctions pénales. Alors, elle sert à quoi? À quoi ça sert d'interdire s'il n'y a pas de sanctions dans le cas où l'interdit n'est pas respecté? C'est juste qu'ils n'ont pas voulu faire sortir le truc tout de suite, mais c'est évident qu'un jour ou l'autre, on viendra voir chez vous si vous avez battu votre enfant, si vous lui avez mis une claque ou une pichenette ou si tiré les oreilles. Et c'est ça qui se prépare. Et je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est comme ça qu'ils avancent toujours. C'est un petit coup, puis après un autre, puis un autre. Au début, le Pacs, c'était pas le mariage. Après le mariage, c'était pas la GPA, etc., etc. Hein? La France faisait partie des 6 derniers pays de l'Union européenne, aux côtés de la Belgique, l'Italie, la République tchèque et le Royaume-Uni, à ne pas avoir interdit ce type de pratique. Eh bien, elle devient le 55e pays à interdire la fessée sur les enfants. Alors, comment va-t-on appliquer la nouvelle loi? Alors, sauf à mettre un policier dans chaque foyer, qu'est-ce qu'on va faire? On va attendre la dénonciation des enfants. Et croyez bien que, alors, à l'école, tu sais que si ton papa, gna gna, gna gna, tu peux venir nous le dire. Attendez. Ils les ont depuis le matin jusqu'au soir, les gosses. Et maintenant, à partir de 3 ans. Donc, ils ont sur eux une influence, enfin, gigantesque. Donc, les enfants pourront dénoncer les parents. Il peut y avoir de l'indiscrétion, simplement. Les enfants qui disent, ah, mon père, il m'a donné une tarte hier. Hop, faut pas dire ça devant quelqu'un qui va le répéter à quelqu'un d'autre. Ou des amis. Ou la dénonciation d'un des 2 parents en cas de conflit. C'est courant, ça. Ou un soupçon des voisins. Alors, incidemment, vous avez entendu parler de Carl Zéro. Vous savez qu'il fait circuler une pétition en ce moment, Carl Zéro, pour lutter contre la pédocriminalité. Et bien, dans sa pétition, il demande un droit d'ingérence des voisins en cas de soupçon, etc., etc. Alors, il dit pas pour la fessée, il dit en cas de maltraitance, mais puisqu'à partir de maintenant, la maltraitance, la fessée est devenue une maltraitance, vous imaginez? La délation pour tous. Donc, c'est le droit de l'enfant de dénoncer ses parents. Eh bien, ça a une conséquence, c'est la fin de l'autorité parentale. Et s'il y a une chose au monde qui vous permet de protéger vos enfants, c'est votre autorité sur eux.
L'interdiction de la violence psychologique exclut également la punition. Tout sera question d'appréciation, d'interprétation. Et tout va se négocier. Bienvenue dans un monde de chantage affectif et de l'enfant roi. Vous n'avez plus le droit de punir et vous n'avez plus le droit d'envoyer une claque. Comment allez-vous vous faire obéir? Vous ne vous ferez plus obéir. Et si vous voulez obtenir quelque chose de vos enfants, ça va être par la négociation. Bienvenue dans un monde de fous. L'enfant roi, c'est le parent faible et terrorisé. Le parent terrorisé. Heureusement, on a l'exemple suédois. Alors les Suédois, ils font tout mieux que nous. Les Suédois, c'est un grand pays. Alors incidemment, je dis rien contre la Suède, parce que c'est les seuls à ne pas avoir confiné, et c'est ceux qui ont le moins de malades. Enfin bon. En l'occurrence, ils ont été les premiers à interdire la fessée. Alors, la fessée a été interdite en Suède en 1979. Eh bien, j'ai lu vraiment des articles, hein, j'ai vu ça, c'est un pays de cocagne, la Suède, c'est extraordinaire parce que la disparition de la fessée a rimé avec le recul de la violence. C'est formidable. On ne bat plus les enfants, donc il n'y a plus de violence. Moins on bat les enfants, moins il y a de la violence. Plus vous battez vos enfants, plus les... Vous savez, les terroristes, tout ça, c'est des gens qui ont aussi des grandes calottes de leur père, c'est bien connu. Donc, des articles vous disent, on ferme les prisons en Suède tellement il n'y a plus de délinquance. C'est le paradis. Grâce à l'interdiction de la fessée, la Suède est devenue le paradis. Alors, je vais vous dire maintenant l'horreur que c'est la Suède. Et je vous dirai pas tout, parce que je pourrais faire, avec ce qui se passe en Suède, j'aurais de quoi tenir une conférence toute seule. Bon, je vais essayer de faire court. Des milliers d'enfants en Suède sont enlevés contre leur gré à leur famille et placés dans des foyers où un certain nombre sont battus et subissent des abus sexuels. La Suède est le pays où on vous enlève vos enfants pour les placer dans des foyers ou dans des familles d'accueil sans que vous ayez le droit de rien dire. Les familles d'accueil s'enrichissent de cette manière. Et dans les familles d'accueil, on a fait venir un tas de gens qui arrivent des pays du Maghreb ou des pays du Moyen-Orient, qui n'ont rien à faire en Suède. Je suis allé en Suède il y a quelques années. Un Suédois de mes connaissances m'a dit « Mais attends, vous avez eu des rapports avec les Arabes, nous non. Qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Qu'est-ce qu'ils font là? On leur donne à s'occuper des enfants qu'on a enlevés aux parents suédois. Vous imaginez? Ça leur fait des sous, famille d'accueil. Alors je ne dis pas que c'est pour faire fortune, mais ça paye. Vous voyez, ça paye. Ça peut faire vivre une famille, d'être famille d'accueil. C'est un travail rémunéré. Un travail qu'on donne, non pas à d'autres Suédois, mais à des migrants. Alors, à l'origine de la loi, cette loi a été votée contre l'assentiment du peuple. C'est-à-dire que la loi d'interdiction de la fessée, elle est tombée du ciel et boum. Il n'y a pas eu de débat, il n'y avait pas de demande de la population. C'est un truc qui est arrivé ex nihilo, nous on sait bien d'où ça vient, mais c'est une loi qui est arrivée, qui a été imposée aux Suédois sans que le débat ait lieu et sans qu'une demande de la population, une demande émane de la population. Et il y avait à l'origine très peu de maltraitance dans les familles. C'est-à-dire que la Suède n'était pas un pays exemplaire, contre-exemplaire pour des violences familiales. Au contraire. La Suède est un pays très tranquille. Il n'y avait pas de scandale régulier, encore un enfant maltraité. Non. Donc il n'y avait pas de demande pour l'interdiction de la fessée, il n'y avait pas de problème de maltraitance dans les familles, et brusquement on a interdit la fessée. C'est du dogmatisme pur. Il y a des gens qui ont dit que c'était bien et ils ont fait passer ça. Et il faut quand même reconnaître que les lois sont faites par des gens qui ont le petit doigt sur la couture du pantalon. Ils ne doivent pas réfléchir beaucoup avant de voter les lois. Il va falloir un jour qu'on vienne à bout de ça. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est quand même, ça va de mal en pis. Donc aujourd'hui, les services sociaux imposent une dictature totalement arbitraire contre les familles. C'est une dictature. On enlève des enfants sur une broutille. Par exemple, si une famille semble rechigner à des standards imposés par l'État, ils sont en danger, s'ils l'expriment, qu'on vienne chercher leurs enfants chez eux. Et ils ne se privent pas de le faire. Les parents à qui on a enlevé leurs enfants ont le droit de prendre un avocat, mais pas de le choisir. On leur impose un avocat sur une liste. Chaque année, entre 15 et 20 000 enfants résidant en Suède sont enlevés à leurs parents naturels pour être confiés à des institutions ou à des familles d'accueil. 15, 20 000, vous voyez le petit pays que c'est la Suède. C'est la délation organisée par l'école et l'infirmière où des intervenants extérieurs viennent faire parler les gosses.
pour leur bien. Venez les enfants, venez, il y a une dame qui va venir, elle va vous parler. Alors on fait venir les enfants, on les met autour d'une table, chacun sa petite chaise, son petit... Alors, qu'est-ce qui s'est passé hier soir? On les fait parler de ce qui se passe à la maison. Une petite fille, j'ai vu le cas rapporté, dans la cour de récréation. Maman, hier, elle m'a dit, si je continuais, elle allait mettre une claque. Eh bien, la petite fille, elle a couché le soir même dans un foyer. Et l'histoire ne dit pas si elle a revu ses parents. La chose a été entendue par la surveillante de la classe, qui l'a dit à la directrice, qui est allée chercher la police, qui est allée chercher les services sociaux. Et là, la gosse, elle a pu coucher chez elle. Et on envoie les services sociaux dans les écoles faire parler les parents. Vous imaginez la dictature que c'est la Suède? C'est ça qu'on nous prépare. C'est ça qu'on nous prépare. Ah, ben alors ça, et puis c'est tout, comme dirait l'autre, oui, c'est un peu plus compliqué que ça. Et vous savez ce qu'il en est du recul de la violence? Parce que vous savez, maintenant qu'on n'a plus le droit de donner un fessé, il y a un recul de la violence. C'est exactement l'inverse. Vous savez pourquoi les prisons sont vides? C'est parce qu'on ne veut plus les remplir. De toute façon, ça déborde. Ça déborde. Les violences explosent partout en Suède dans des proportions qu'on ne connaissait pas. On déploie l'armée pour contenir la violence des gangs. C'est-à-dire que la violence en Suède, elle n'a jamais été pire que maintenant. C'est-à-dire que c'est exactement l'inverse. Vous savez, mentir, ça passe. Encore qu'on est quand même dans une période en ce moment de grande révélation de la vérité. Vous savez, j'ai une image, la vérité c'est comme l'eau. L'eau, elle est contenue dans une... il faut qu'il n'y ait aucun trou dans la citerne si vous voulez que l'eau reste. Si vous avez un tout petit trou d'une tête d'épingle sous la citerne, à un moment donné ou à un autre, la citerne sera vidée. L'eau, c'est comme la vérité c'est comme l'eau, ça s'échappe par tous les interstices possibles. Et en ce moment, c'est vraiment c'est la marée. C'est la marée. Tout est en train de sortir. Et notamment sur ce qui se passe en Suède. Eh bien, les parents suédois vivent dans la terreur. Bientôt chez nous. Et cette terreur est appliquée au nom des droits de l'enfant. Le droit à échapper à la violence ordinaire, le droit, etc. En Allemagne, rien qu'en 2012, on a 2929 enfants retirés à leurs parents. Les placements des enfants enlevés est une affaire en or qui rapporte des mille et des cents à quantité de gens. Pareil à l'hôpital général. L'hôpital général touchait des subsides du roi pour chaque personne qui entrait à l'hôpital. Il y avait une espèce de prix de journée qui était payé par le roi. Eh bien, en Allemagne, tous les enfants retirés rapportent de l'argent soit à des institutions, soit à des familles. Comme je vous ai dit que c'était le cas pour la Suède. Alors attendez, je vais vous dire une horreur. 400 enfants, plus de 400 enfants sont retirés par jour en Allemagne à leurs parents, dans la violence, par la police et le Jugendamt, le service de la jeunesse. 400 par jour. Personne n'envisage, même en rêve, de donner la fessée à son gosse en Allemagne. Et moi, j'ai suivi en son temps, quand je me suis intéressé, dès que j'ai commencé à m'intéresser à l'éducation sexuelle à l'école, un père de famille a été mis en prison pour avoir accepté de garder sa fille à la maison parce que sa petite fille refusait de retourner au cours d'éducation sexuelle. Le père a fait de la prison. En Angleterre. L'Angleterre, c'est le bout de l'enfer. C'est le bout de l'enfer. Alors j'ai fait une conférence qui s'appelle La reine, l'OMS et les enfants, que je vous recommande. Tout ça, c'est sur ma chaîne YouTube. Les droits de l'enfant sont sous la protection des pouvoirs publics depuis le Children Act de 1989, l'année de la Charte des droits de l'enfant. La loi qui s'appelle Children Act a été votée en Angleterre, la Charte des droits de l'enfant. Donc, c'est une grande et belle chose, l'Angleterre est à la pointe. À la pointe de quoi ? Alors, je pourrais vous faire, pareil, une conférence d'1 heure sur ce qui se passe en Angleterre et même au-delà. Je vais faire court. Il y a en Angleterre un trafic d'adoption. Pourquoi fait-on un trafic d'adoption ? Figurez-vous que la libération sexuelle, je vais mettre des guillemets, donc la révolution sexuelle, on va appeler ça plutôt comme ça, qui date des années 60, la révolution sexuelle et la fin de la mise au pilori des filles mères a fait que on ne trouve plus d'enfants adoptables. Il n'y a plus d'enfants adoptés. C'est une bonne ou une mauvaise chose ? Pour les gens qui veulent adopter, c'est mauvais.
Donc il va falloir trouver autre chose. Vous me suivez? La psychiatrie est venue au secours des personnes en mal d'enfant. Figurez-vous qu'il y a un psychiatre, son nom m'échappe, je ne l'ai pas noté, un psychiatre. Non, sinon je vais vous en parler plus loin. Voilà. Un certain... Non, alors, attendez, excusez-moi, je reviens en arrière. La psychiatrie est venue au secours des personnes en mal d'enfant et des psys déclarent de plus en plus de parents inaptes à élever leurs enfants. C'est-à-dire que ça n'est pas que vous avez battu votre enfant ou ceci ou cela, mais un psychiatre a dit « Oh, mais attendez, cet enfant-là, il a des problèmes, on peut voir les parents, ah bah oui, les parents ont des problèmes, tac !» Et on enlève l'enfant, qui va devenir adoptable. Un expert, un certain Roy Meadow, a découvert, et moi j'avais vu en son temps une émission à la télévision là-dessus, une épouvantable maladie qui s'appelle le syndrome de Munchausen par procuration. Savez-vous ce que c'est que le syndrome de Munchausen par procuration? Eh bien, c'est un syndrome qui touche des mères qui maltraitent leur enfant pour qu'on s'occupe d'elle. Vous voyez, une pauvre fille, quoi, elle cogne son gosse pour qu'après on la prenne en pitié. Enfin, et le gars, il a trouvé ça tout seul. Il s'appelle Roy Meadow. Eh bien, grâce à cette découverte scientifique, c'est scientifique, hein, c'est un expert, on les connaît les experts, là maintenant, on les voit à l'œuvre. Eh bien, pendant 10 ans, des centaines de mères ont été emprisonnées et leurs enfants placés jusqu'à ce que des découvertes donnent des explications médicales à la mort subite de leur nourrisson. C'est-à-dire qu'on a inventé une maladie pour culpabiliser des mères dont les enfants... Alors, il n'y avait pas que la mort subite du nourrisson, vous aviez des enfants, par exemple, qui se faisaient des bleus. Eh bien, dès qu'un enfant avait un bleu, on disait que la mère souffrait d'un syndrome de Munchausen par procuration, et on la mettait en prison et on enlevait le gosse. Depuis Tony Blair, la protection de l'enfance est devenue un secteur économique florissant avec prime de rendement selon le nombre d'enfants placés. C'est du business. L'adoption, c'est du business. Et c'est un pactole avec la misère montante. Vous imaginez ? Si vous n'avez pas les moyens d'élever vos enfants et qu'on vient vous les enlever, plus il y a de pauvres, plus il y a d'enfants, plus il y a d'enfants, plus il y a d'adoptants, plus il y a d'adoptions, plus le business marche. Parce que ça se paye tout ça. Ne croyez pas que ça se fasse gratuitement. Des agences d'adoption et de familles d'accueil poussent comme des champignons. Vous voulez adopter ? Poussez la porte. Entrez, c'est ici. Vous voulez une fille ou un garçon? Vous êtes en couple? Vous êtes célibataire? Ne vous inquiétez pas. Vous êtes gay, lesbienne, bi, trans? Pas de problème, on veut juste le savoir. Aucun souci, aucun souci. Attendez, vous signez là, on va trouver quelque chose. 2 hommes, 2 femmes, pas de problème. Vous fumez pas, hein? Ah non. Ah non. Pas de fumeur. C'est non. En 2013, les statistiques indiquent 3 à 4 000 adoptions par mois, selon ces critères-là. Et la majorité ont lieu avec, alors là, écoutez bien, dispense du consentement parental. C'est-à-dire, ce sont des enfants enlevés à leurs parents. Vous subissez de la violence domestique ? Vous avez une difficulté à boucler les fins de mois? Vous avez un problème de logement, par exemple, logement insalubre ou trop petit. Vous avez une dépression due au chômage ou parce que votre conjoint vous a quitté? Ouais, votre compte est bon. Vous ne pouvez plus apporter à vos enfants le confort auquel ils ont droit, les droits de l'enfant. Mais on va s'en occuper. On va s'en occuper. On va vous l'enlever. On va le placer ailleurs. Par exemple, on va le placer chez Tom et Eric. Ou bien chez Martine et Sandra. De toute façon, ça ne vous regarde plus. Ah ben vous savez, Tom et Eric, ils ont les moyens. Hein. Puis Martine et Sandra, elles sont gentilles. Hein. Vous n'avez plus rien à dire. Votre enfant n'est plus à vous. C'est terminé. C'est terminé. Pour aider les services sociaux, on fait appel à la délation des voisins, des médecins, des écoles, des membres de la famille ayant des comptes à régler. Vous avez remarqué que le ménage n'est pas fait chez la voisine? Ils ont hurlé hier soir. Les gosses, ils n'ont rien reçu à Noël. Il n'y avait pas un sou, il n'y avait pas un joujou. Vous avez vu les cernes qu'elle a, la maman, sous les yeux? Eh bien, votre compte est bon, l'enfant est maltraité. On va vous l'enlever, on va s'en occuper.
La liste des maladies mentales qui vous valent le retrait de vos enfants en vue d'une adoption s'allonge. Parce que bien évidemment, si vous avez une maladie mentale, on vous retire vos enfants. Et vous savez quel est le dernier trouble mental qu'on a découvert pour enlever les enfants? Eh bien, c'est le refus de collaborer avec les services sociaux. Vous exprimez de la colère, votre indignation, votre révolte, mais arrêtez de crier, vous voyez bien que vous êtes malade, mais vous vous rendez compte? Vous avez vu comment vous êtes là? On va vous enlever votre enfant. Vous imaginez la terreur dans laquelle vivent les parents anglais? Eh bien, pour vous aider, on va vous gaver de psychotropes, alors ça y va. Hein. Et puis, on vous inscrira dans un groupe de gestion de la colère. Avec un psy au milieu, ou une psy. Et alors, alors ça vous fait quoi, là? Oui, allez-y, racontez-nous. Ça ne vous rendra pas vos enfants. De plus en plus, à chaque grossesse déclarée dans un foyer pauvre, le retrait de l'enfant pour prévenir une maltraitance à venir se développe. C'est-à-dire qu'une femme pauvre, quand elle arrive à la clinique, elle n'est pas sûre de rentrer, elle n'est pas sûre de ressortir avec son bébé. Uniquement parce qu'elle est pauvre. Uniquement. Les services sociaux sont présents dans les salles d'accouchement et retirent le nouveau-né du sein de sa mère dont on soignera les symptômes par des antidépresseurs. Excusez-moi, j'ai des palpitations quand je raconte ça. La chose est devenue si courante que des jeunes Anglaises enceintes viennent accoucher en France. Alors, il y a un documentaire qui s'appelle « Les enfants volés d'Angleterre », qui date de 2016. Vous pourrez voir ça. Alors, cette partie de la conférence, ça fait partie des choses que vous trouvez sur mon site, et en général, je donne les références. Hein. Si vous voulez retrouver les films dont je parle, les téléfilms, tant qu'ils circulent encore, parce qu'on ne sait pas ce que ça va devenir. La liste des exactions des services sociaux anglais impliqués dans l'industrie de l'adoption pour tous est devenue insoutenable. Les familles sont brisées, les enfants sont détruits, coupés de leurs racines, envoyés dans des institutions qui les maltraitent et qui couvrent d'abominables trafics sexuels. Est-ce que vous avez entendu parler de ce trafic d'indo-pakistanais? Eh bien, ce sont les services sociaux qui ont couvert. Ils n'ont même pas été condamnés. Non. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et l'exploitation sexuelle des enfants, elle est derrière, vous avez compris. Il n'y a plus personne pour protéger ces enfants. Si vous vous posez la question où les pédocriminels trouvent-ils leurs victimes, ben je vous parle. Vous comprenez tout seul, vous n'avez pas besoin que je vous fasse un dessin. À l'heure actuelle, l'autorité parentale a perdu tout son sens en Angleterre. Au nom du droit de l'enfant, des associations peuvent recruter des adoptants par voie de publicité et lâcher dans des maternités des travailleurs sociaux sadiques qui fourniront la marchandise. Vous voulez adopter, venez voir l'agence machin, ils font des spots publicitaires, venez adopter. Au nom de la lutte contre le coronavirus, l'OMS a déclaré en 2020, c'est au mois d'août dernier, qu'il sera désormais licite de venir procéder à des enlèvements dans les familles pour des raisons sanitaires. Et c'est quand j'ai appris ça que j'ai fait cette vidéo. Alerte, péril en la demeure, à cause du coronavirus, on va venir pouvoir séparer les familles, et puis aller rechercher les gosses après. Aller les rechercher. Mais tout va bien, la fessée est interdite en Angleterre. Hein, on est d'accord. On est d'accord. Alors maintenant, pendant qu'on interdit aux parents d'interdire, qu'est-ce que le gouvernement autorise? Eh bien écoutez, ça porte un nom, ça s'appelle le sexe. Et ça, c'est bon pour tout le monde. C'est la dernière grande trouvaille, c'est pas une dernière d'ailleurs, ça date du rapport Kinsey, 1948, la sexualité des hommes, et 1952, la sexualité des femmes. Deux rapports qui ont bouleversé le monde. Deux rapports qui ont bouleversé le monde et qui ont déclenché ce qu'on a appelé la révolution sexuelle. Et qu'il faut appeler comme ça, c'est la libération sexuelle, parce que dans ces proportions d'aliénation, le mot liberté est quand même malvenu. Figurez-vous qu'en 2017, la ministre de la Culture, qui s'appelait à l'époque Madame Audrey Azoulay, a signé un décret autorisant l'accès aux mineurs aux scènes de sexe non simulées dans les salles de cinéma. Elle a signé un décret pour dire que avant les jeunes, ils n'avaient pas le droit d'aller voir des scènes de sexe explicites au cinéma. Maintenant, on va leur donner le droit.
Et elle a signé. Suite à un rapport remis par la commission de classification des œuvres cinématographiques intitulé « La classification des œuvres cinématographiques relatives aux mineurs de 16 à 18 ans ». On y apprend que l'interdiction des scènes de sexe pour les mineurs de 16 à 18 ans n'est pas justifiée aujourd'hui pour des raisons de changement de mœurs et de mentalité. C'est-à-dire que comme le sexe est partout, c'est plus la peine de l'interdire, donc il n'y a qu'à l'autoriser. Vous suivez la logique ? La fessée, tout le monde le fait, il faut l'interdire. Le sexe, tout le monde le fait, il faut l'autoriser. Ça va toujours dans le même sens. On apprend que l'interdiction des scènes de sexe pour les mineurs de 16 à 18 ans... Oui, pardon. Ce décret a été attaqué devant le Conseil d'État, qui n'a rien trouvé à redire. Bon, non, c'est bon. C'est bon. Maintenant, les enfants peuvent aller regarder des scènes de sexe. C'est de plus en plus violent. Alors moi, je ne suis pas amateur. Je suis pas amateur. Mais quand j'étais jeune, j'ai vu des trucs comme ça. Je vous garantis. Et ce que j'en ai lu des rapports que j'étudie, c'est de moins en moins du sexe et de plus en plus de la mort. C'est de plus en plus violent. Ce sont des coups et des atrocités. Donc si la fessée est dans les mœurs, on change les mœurs pour interdire la fessée. Mais si le sexe est dans les mœurs, on autorise le sexe puisqu'il est dans les mœurs. S'il n'y a pas un plan, enfin, je veux bien. Il paraît que je suis complotiste, je revendique. Il y a un complot. La même Audrey Azoulay a publié en 2018 une version nouvelle des préconisations de l'UNESCO en matière d'éducation à la sexualité. Pourquoi ne dit-on plus éducation sexuelle ? Parce que éducation sexuelle, c'est éducation à la reproduction sexuée. On ne parle pas de reproduction là, on parle de sexualité, c'est-à-dire d'activité sexuelle. Et ce rapport définit l'agenda à l'horizon de 2030 en matière d'éducation, de santé, de bien-être et d'égalité des genres. Alors je ne sais pas si vous vous souvenez de la petite Valo Belkacem qui dit la théorie des genres, elle n'existe pas. Elle n'existe tellement pas qu'elle est dans tous les programmes de l'UNESCO, de l'OMS, etc., etc. Et j'ai une amie qui a une adolescente au collège qui m'a dit que sa gamine a fait une rédaction sur « Imagine que tu es un garçon, qu'est-ce qui se passe ?» C'est-à-dire qu'en fait, on les force, quoi. On les force. Et moi, j'ai rencontré des parents qui m'ont dit, absolument affolés, ma fille est arrivée de l'école, elle m'a dit « Papa, je veux être un garçon. » Et j'ai dit « Ma chérie, c'est non. » Et alors, ce que nous dit Madame Audrey Azoulay dans sa préconisation sa version des préconisations de l'UNESCO, elle dit « On nous apprend que de plus en plus de jeunes ont réclamé leur droit à une éducation à la sexualité. » Alors ça, c'est formidable. L'éducation, c'est quoi ? Tu veux quoi qu'on fasse à l'école ? Bon, alors on va en faire. Excusez-moi, j'ai été grossière, j'ai pas pu m'empêcher. Attendez, l'éducation, c'est pas répondre aux demandes des jeunes. C'est leur mettre des cadres, leur mettre des limites et leur donner du savoir. Non, maintenant, c'est répondre à leurs demandes. Et les jeunes, ils réclament du sexe. Si. D'abord, où ça, quand ça ? Alors, les études un peu honnêtes qui sont faites prouvent que c'est non, c'est l'inverse. Les jeunes sont extrêmement gênés de parler sexe à l'école. Ils n'aiment pas ça. Je ne dis pas qu'ils n'aiment pas le faire, mais ils n'aiment pas en parler avec des adultes. Et ça, je l'ai reçu de beaucoup de sources différentes. Donc ça n'est pas une demande des jeunes qu'on leur parle de sexe à l'école. Ça les gêne. Ils ne veulent pas. Il y en a qui se font porter pâle pour ne pas y assister. En plus de quoi, c'est quoi l'éducation à la sexualité, sinon l'enseignement des pratiques sexuelles ? Sinon c'est quoi ? Éducation à la sexualité. La sexualité, c'est bien l'activité sexuelle. Je reprends le texte de validé par Madame Azoulay. Trop de jeunes reçoivent une éducation incomplète et fondée sur des jugements de valeur. Si on se met à faire intervenir des jugements de valeur quand on parle de sexe, c'est le bout du monde. C'est la fin du monde. Vous vous rendez compte ? Le sexe doit être fait sans jugement de valeur, c'est-à-dire sans morale. À l'école. On vous parle de l'école, là. On vous parle de l'école. Vous savez à partir de quelle classe ? Votre avis ? La maternelle. La maternelle. La maternelle, exactement. Donc, on va enseigner à des gosses, on va leur enseigner des pratiques hors de toute morale. La morale est jugée importune en matière d'éducation à la sexualité. Mais c'est dit, c'est marqué en toutes lettres.
Alors, qu'est-ce que c'est que... Alors, cette nouvelle version se fondera sur les dernières preuves scientifiques. Voilà, alors maintenant, le sexe, c'est de la science. Alors, en 2 mots, c'est quoi la science du sexe? La science du sexe qu'on appelle la sexologie. Le pape de la sexologie, c'est Alfred Kinsey. C'est le pape, c'est pas le premier. Hein. Il y en a eu avant, il y a eu dans les années 20 en Allemagne. Il y a eu tout un mouvement de licence sexuelle absolument fou. Il y a eu des premiers sexologues. Et ça s'est arrêté avec le nazisme. Et ça s'est déménagé aux États-Unis. Et quand ils sont arrivés aux États-Unis, ils se sont dit les Américains sont beaucoup trop pudiques et beaucoup trop attachés aux valeurs de la famille. Ça ne passera pas comme c'est passé en Allemagne, dans l'Allemagne de l'après-guerre de 14. Donc on a cherché une solution scientifique. Donc on est allé chercher un scientifique. Il était entomologiste, spécialiste des guêpes. Alors vous voyez pas le rapport, hein. Ben, il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas, mais il avait une chaire à l'université, donc il était universitaire. Et on lui a dit, ben, cher monsieur, vous allez nous inventer un super truc qui va être la libération sexuelle, la science du sexe. Et Alfred Kinsey, alors pareil, je pourrais vous faire tout un truc sur Alfred Kinsey, je vais être obligé d'être brève. C'était un maniaque sexuel, pédéraste, escroc financé par la Fondation Rockefeller et la CIA pour renverser les valeurs mondiales. Et il réussit. Rockefeller, alors la Fondation Rockefeller et la CIA. Alors, à cet égard, ma dernière vidéo, mon avant-dernière vidéo qui est sur ma chaîne YouTube, c'est une vidéo qui dure 40 minutes dans laquelle je vous raconte la collusion entre Kinsey, Rockefeller et la CIA. Accrochez-vous. Ça va tanguer. Donc, il est le père de la révolution sexuelle mondiale. Qu'est-ce que dit Alfred Kinsey? Comment a-t-il fait pour renverser la morale mondiale? Il fait état de faits qu'il considère comme courants et généraux et il les assène au public. Qui dit mais non, c'est pas vrai. Mais si c'est vrai. Mais non, c'est pas possible. Mais vous êtes ringard, comment? Vous trompez pas votre femme. Mais vous savez pas avorter. Mais tout le monde le fait. Vous n'êtes pas homosexuel. Bah, écoutez, il y a un homme sur 10 qui a essayé. Vous n'avez pas essayé. Bah allez. Et à force et alors, on raconte des trucs comme ça qui sont faux, et on les avec un relais médiatique gigantesque, qui fait que la norme change et que celui qui n'est pas dans la norme se sent exclu. Et en une génération, ça passe. Judith Reisman, que je connais bien, hein, c'est elle qui a découvert tout ça, c'est une américaine merveilleuse, c'est elle qui a découvert toute l'escroquerie Kinsey. Elle dit que l'Amérique qu'elle a connue étant jeune était une Amérique pudique, heureuse, de famille unie, où les parents s'aimaient, les enfants respectaient elle garde un souvenir d'une Amérique saine. Et Kinsey est arrivé pour tout briser. À l'heure actuelle, c'est abominable. Et tout ça, ça a été fondé sur des mensonges. Pourquoi? Parce que quand Kinsey dit, il a lâché des inspecteurs et des enquêteurs absolument partout, et il a dit, il interviewe les gens, il interviewe, et puis après il fait des statistiques, et puis après il fait des tableaux et tout, et il dit par exemple, 1 homme sur 10 a une expérience homosexuelle. Mais il est scientifique, il a une chaire à l'université de Bloomington, c'est pas n'importe qui. Vous savez qui il est allé interviewer? Il a fait ses interviews pendant la guerre. Ils étaient où les hommes pendant la guerre? Il n'y avait plus d'hommes, hein, ils étaient tous en Europe. Mais il est allé les chercher dans les prisons. Alors l'homosexualité dans les prisons, excusez-moi, mais c'est quand même pas la norme. Et pour expliquer que toutes les femmes, 3 femmes sur 4 trompaient leur mari, il est allé interviewer des prostituées. Ben oui, il y a des prostituées qui sont fidèles à leur macro et d'autres moins. Et c'est ça, attendez, quand Kinsey a sorti ses rapports, toute la presse mondiale a présenté ça comme des recherches scientifiques. Et il y a des gens qui sont allés chercher, ils ont reçu des menaces de mort, c'est effroyable. Il y a un complot gigantesque pour renverser les valeurs et faire passer le sexe pour tous, dans toutes les circonstances. Et on voit au bout du compte pour atteindre les enfants. Parce qu'au bout du compte, c'est ça la résultante. Et sachez que Kinsey est un monsieur dont un des rapports, c'est dans le rapport sur la sexualité des hommes. Il prétend que les enfants ont des désirs et des activités sexuelles dès la naissance. Il dit ça en anglais,
Children are sexual from birth. Les enfants sont sexuels, et pas sexués, parce que ça, c'est dès le premier, hein. C'est avant la naissance, mais les enfants sont sexuels dès la naissance. Et Alfred Kinsey a fait tout un rapport pour expliquer que dès le berceau, les enfants sont susceptibles d'avoir des orgasmes. Alors, il est incontestable. Et ça, Judith Reisman a fait toutes les recherches. Elle a écrit 2 bouquins. Elle a écrit plein de bouquins, mais il y en a 2 qui sont disponibles en français, d'une part. D'autre part... Pardon ? Bon. Judith Reisman a fait également récemment un texte d'une centaine de pages que j'ai mis en lien sur mon site et qui est relayé par le site Strategica. Avec les fonds de la Fondation Rockefeller et avec la couverture de la CIA, Kinsey a violé et torturé des milliers d'enfants pour ses statistiques. Et quand les enfants hurlaient, s'évanouissaient, faisaient des convulsions, il les marquait orgasme, orgasme, orgasme. Et c'est ça qui sert de justification à l'éducation sexuelle de l'UNESCO, de l'Organisation mondiale de la santé et de l'éducation nationale en France. Il n'y a pas d'autre source à la justification de l'éducation sexuelle à l'école que Kinsey qui dit les enfants sont sexuels dès la naissance. Et il l'a attesté en violant et en torturant, pas lui-même. Il a fait violer et torturer des centaines de gosses par un pédophile notoire qui s'appelait Rex King, qui l'a recruté. Tout ça, on le sait par Judith Reisman, que je salue. Toute la science, Reisman, toute la science du sexe, c'est Kinsey. La sexologie est une imposture. Il n'y a pas de science du sexe. Le sexe ne peut être objet de science. La reproduction sexuée, oui, on est d'accord, mais il y a ce qu'il faut. Donc tout ce qu'on est en train d'asséner aux gosses, et vous savez que maintenant c'est à partir de 3 ans, l'école obligatoire, ça provient des fraudes de Kinsey, derrière lesquelles on trouve la CIA et Rockefeller. L'éducation à la sexualité est justifiée par la nécessité, disent-ils, de protéger les jeunes contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelle. Eh bien, on va donner 1 ou 2 conseils à ces gens-là. Pour lutter contre les maladies sexuellement transmissibles, les grossesses précoces et la violence sexuelle, on pourrait commencer à recommander aux enfants de jouer à des jeux de leur âge. Si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on bourre de propagande sexualiste les enfants, et ensuite on dit, il faut approfondir. Attendez, moi de mon temps, hein, et du vôtre aussi, on ne jouait pas à ça à l'école. La violence, elle est justement contenue dans la pornographie. Toute exposition à de la pornographie est une exposition à la violence. Donc, il n'y a pas à parler de sexe aux gosses. On les sort. Je veux dire, c'est impératif. Et maintenant, c'est l'école qui s'en charge. Et les enfants ont de plus en plus accès à de la pornographie qui est de plus en plus violente. Moi, je sais que les gosses sont visés par ça, parce qu'un jour, alors maintenant je le sais faire. Un jour, en ouvrant mon téléphone, j'ai appuyé sur un truc, et vraiment, j'ai des images porno qui sont arrivées, donc j'ai su faire. Mais attendez, un gosse, il va savoir l'enlever, lui ? Il va savoir l'enlever ? Il paraît que celui qui a inventé le téléphone portable, il ne veut pas que ses enfants en aient, je ne sais plus qui c'est. En plus de ça, comment combattre la sexualisation des enfants par la sexualisation ? Attendez, l'éducation sexuelle est justifiée par la nécessité de protéger les gens ? Non. On ne protège pas les enfants de la sexualisation en les sexualisant. L'école n'a pas à parler de ça. Incidemment, je vous suggère, je vous annonce, le prochain grand débat pour tous nous enfumer, ça va être le débat sur l'inceste. Maintenant, on va parler de l'inceste aux enfants à l'école. Vous vous rendez compte ? Bref. Alors, toujours dans le programme, on va dénoncer l'inégalité des sexes. Moi, j'aime bien l'inégalité des sexes. Moi, il y a un truc que j'aime bien, c'est l'inégalité des sexes. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais c'est un dogme. On va promouvoir l'égalité. Ben non. 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 Moi, quand il s'agit de soulever la brouette pleine de bois, j'aime bien que monsieur le fasse. Vous, je ne sais pas. Ben, je fais autre chose. Non ?
Enfin, je sais pas. Moi, j'aime bien l'inégalité. Mais on n'a plus le droit. On n'a plus le droit. Personne n'a jamais réclamé l'égalité. Est-ce que vous avez déjà vu un mouvement social? Moi, j'ai vu quand même plein de mouvements sociaux dans ma vie. Je suis une ancienne gauchiste, alors j'en ai vu. Est-ce que vous avez déjà vu des gens manifester pour avoir l'égalité de quelque chose? Jamais. C'est un truc qui vient d'en haut. C'est un truc qui vient complètement d'en haut. Personne n'a jamais réclamé ça. De même que la Suède n'a jamais réclamé l'abolition de la fessée, personne en France n'a jamais réclamé l'égalité de quoi que ce soit. C'est un dogme. Il faut absolument être égal, égal, égal. Alors, le texte redit que l'éducation à la sexualité doit commencer avant que les jeunes soient sexuellement actifs. Alors pourquoi? Alors quand vous avez ce genre de questions, vous posez la question pourquoi? Eh bien la seule réponse c'est parce que. Pourquoi? Parce que. C'est comme ça. Ça fait partie du dogme. Donc les enfants, ils ont 6 ans, ils n'ont jamais... Eh bien on va leur montrer. On va leur montrer. Or, parler sexualité à des enfants, c'est puni par la loi. Ça s'appelle l'attentat à la pudeur. Hein? Donc maintenant, l'attentat à la pudeur va être obligatoire. Je crois qu'il reste des lois en France. Hein. Et puis la corruption de mineurs aussi. Il y a 2 trucs, hein, l'attentat à la pudeur, enfin bon, je ne connais pas, je ne suis pas juriste, hein, mais enfin bon, on comprend à peu près. Donc ce que la loi appelle l'attentat à la pudeur et la corruption de mineurs va devenir obligatoire à l'école. Obligatoire à l'école. Le texte justifie encore l'éducation à la sexualité par la dénonciation des mariages d'enfants. Attends, on est en France là. On est en France là. Où est-ce que les enfants se marient? Attendez, historiquement en France, il n'y a jamais eu d'enfants mariés. Les rois de France, quand ils se sont mariés avant d'être pubères, ils n'ont pas consommé, d'accord? Hein? Ou alors, donnez-moi un exemple, je n'en connais pas. Le mariage a toujours été, en France et en Europe occidentale, un échange de consentement d'adultes. Mais pour lutter contre le mariage des enfants, ils ne savent pas quoi inventer. Ils ne savent pas quoi inventer. Ils sont malades. Et alors, là, vous allez vous amuser parce que il faut absolument dénoncer les mariages d'enfants et les mutilations sexuelles féminines. Les mutilations sexuelles masculines, on n'y touche pas. Je vous laisse deviner pourquoi. Je vous laisse deviner pourquoi. Et ça, il n'y a plus d'égalité, là. Les garçons, ils ont le droit de se faire mutiler, mais pas les filles. Au nom de la liberté, au nom de l'égalité, qu'est-ce qu'on va faire? On va autoriser les mutilations des filles? On va interdire les mutilations des... Vous savez ce que c'est qu'une mutilation de garçon, hein? Je ne vous fais pas un dessin. Alors, on veut promouvoir, toujours dans ce texte, un avortement sûr pour lutter contre les avortements clandestins. Jamais il n'est question, jamais, je dis bien jamais, il n'est question de dire « et si on le gardait, le petit ?» Jamais. C'est pas en option, nulle part. On n'a jamais pensé à promouvoir l'arrivée de la vie. Ça n'existe pas. Et promouvoir l'abstinence sexuelle, c'est pas au programme non plus. On pourrait dire aux filles, dis donc, et oh, tu sais ce qui peut t'arriver si tu continues. Non. Elle a le droit de coucher, donc elle a le droit d'avorter. Bah, c'est ça le droit des enfants, le droit des jeunes. Alors, il n'est jamais non plus en option de leur demander de jouer à des jeux de leur âge. Et ça, Judith elle m'a fait la démonstration, elle me dit, j'aurais dit un truc comme ça à ma mère, elle m'aurait retourné une paire de claques, je ne l'aurais pas dénoncé aux services sociaux, en me disant, ma fille, tu retournes jouer à la poupée, et tu reviendras dans quelques années. Non mais sans blague. Mais comme on n'a plus d'autorité parentale maintenant, qui va dire ça? Qui va dire ça? On veut lutter, alors là c'est là que ça devient, ça devient comique à force de grotesque, quoi. On veut lutter contre la violence homophobe et transphobe qui perturbe l'apprentissage à l'école. Alors, à l'école, vous avez des gosses, ils sont martyrisés parce qu'ils sont trans à l'école. Et qu'est-ce que c'est qu'une violence homophobe à l'école? Vous avez des gosses à l'école qui sont homosexuels déclarés et qui subissent la discrimination. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je vais vous expliquer ce que c'est. Vous avez des homosexuels militants, hein, des militants actifs de la cause homosexuelle, qui vont faire de la propagande dans les écoles pour expliquer comment ils souffrent et comment ils sont malheureux et comment ci et comment ça, etc., etc. Donc pour lutter contre la violence, etc., etc.
Donc on va faire de l'éducation à la sexualité, à des minots, à qui on va expliquer ce que c'est qu'une sodomie. Excusez-moi, je vous avais dit que je vous choquerais. On veut promouvoir une information sur la sexualité qui soit positive et dénuée de jugement de valeur. Ça veut rien dire. Si. Ça veut dire que le sexe, c'est pour jouer avec. Donc il n'y a pas de morale. C'est que l'autre n'est pas un autre moi-même. Il est un instrument de mon désir. C'est ça que ça veut dire. C'est ça que ça veut dire. C'est le diable. C'est le diable. On dénonce l'augmentation de l'accès à la pornographie violente. Alors ça, écoutez, alors, je répète. Nous dénonçons l'augmentation de l'accès à la pornographie violente. La pornographie pas violente, ça va? Ben oui. Puisqu'on va dénoncer la violente. La non-violente, ça va. Maintenant, accrochez-vous. Je vais vous donner le programme. Et ça, c'est repris par l'OMS, par l'UNESCO, par l'Europe et par le gouvernement français. Pour les 5 à 8 ans, ça commence à 5 ans, on va commencer par les gaver avec l'égalité des sexes dans la famille. On va dire, les enfants, il faut qu'ils... on va leur expliquer ce que c'est que l'égalité des sexes dans la famille. Vous allez avoir un petit môme de 5 ans et l'institutrice va lui expliquer que papa doit être égal de maman, qui doit être égal de papa. De quoi je me mêle? De quoi je me mêle? En plus de ça, quel rapport avec le sexe? On y vient. On fait lister aux enfants les bonnes et les mauvaises relations. À 5 ans? C'est quoi une bonne relation? De quoi tu parles? On leur fait identifier les valeurs importantes que sont l'égalité et le respect et la tolérance. L'égalité de quoi? Mais attendez, si le gosse, il est l'égal de papa, il faut que papa, il mange pas plus que le gosse? Bah, non. On va faire manger de la bouillie à papa? Mais c'est ça l'égalité. En plus, les valeurs importantes pour qui? Qu'est-ce que c'est que ce truc? Attendez, c'est les grandes agences de l'ONU, ça. C'est ça le machin, vous parlez de général de Gaulle. C'est l'ONU qui nous pond tout ça. Et derrière l'ONU, l'Institut Rockefeller et la CIA, etc. C'est sûr, hein. C'est sûr, hein, ce que je vous raconte. Tout ça, c'est... Alors, c'est les deux sources, hein, je vous ai expliqué, c'est les folies de Kinsey et la pression énorme de la CIA et de l'Institut Rockefeller. Alors, on apprend à des gosses de 5 à 8 ans qu'il existe des touchés corrects et des touchés non corrects, et on leur demande de les lister. Quelquefois, les touchés sont mauvais pour les enfants. Ah oui? Lesquels? Vous imaginez les pauvres gosses. On va leur montrer quoi faire si quelqu'un les touche de la mauvaise manière. Ah. Alors attendez, un gosse de 5 ans va se faire toucher de la mauvaise manière par un vieux cochon, on va lui expliquer quoi faire, et puis ça va s'arranger, bien sûr. Hein? Quand le gosse aura dit non, je ne veux pas, l'autre va s'arrêter tout de suite. Vous voyez où on glisse, là? On glisse vers la notion d'acceptation de la sexualisation des enfants, et si l'enfant n'a pas dit non, c'est qu'il était d'accord. Ça, c'est un règlement pour fabriquer des enfants pour les pédophiles. C'est une évidence, c'est une évidence. Les enfants devront pouvoir affirmer, on est toujours entre 5 et 8 ans, les enfants devront pouvoir affirmer que les gens montrent leur amour pour les autres de différentes manières, comme par des baisers, des câlins et des attitudes sexuelles. Des attitudes sexuelles à 5 ans? Montrer son affection à 5 ans par des attitudes sexuelles, de quoi tu parles? On explique que tous les enfants doivent être désirés et soignés. Ah oui! Un enfant doit être désiré. C'est nouveau, ça vient de sortir. Et qu'est-ce qu'on fait si un enfant n'est pas désiré? On avorte. On avorte, madame, chez nous. C'est en Angleterre qu'on adopte. Chez nous, on avorte. Ben non, il n'est pas désiré, j'en veux pas. Je le fais sauter. C'est ça. Jusqu'après la naissance, maintenant. Ça s'appelle de l'infanticide. C'est contenu dans tout ça. C'est contenu dans tout ça. Et ça, c'est ce qu'on va enseigner aux gosses dans les écoles à partir de 5 ans. On va leur montrer la différence entre le sexe biologique et le genre. Vous vous rendez compte de dinguerie? Et c'est cette théorie qui justifie, mais alors, là vous allez avoir de la peine à me croire, mais je suis sûr que vous me croyez quand même.
c'est une théorie qui justifie des opérations de changement de sexe, entre guillemets. Personne n'a jamais changé de sexe. Personne n'a jamais changé de sexe. Si vous voyez un gros barbu moustachu qui donne le sein, c'est que c'est une femme qui s'est fait pousser la barbe à coups d'hormones. C'est pas un homme. D'accord ? Donc, personne n'a jamais changé de sexe au monde. Au monde, ça n'existe pas. Mais on explique, la petite fille qui rentre, papa, je voudrais être un garçon. Eh bien, si elle dit ça, devant qui il faut, on pourra, au titre des droits de l'enfant, et ça ne se fait pas encore en France, mais ça se fait déjà ailleurs, on pourra, au titre des droits de l'enfant, derrière le dos des parents, faire une opération irréversible de mutilation sexuelle pour changer l'apparence. Et il y a des études qui ont été faites sur le nombre de suicides de gens à qui on a fait prétendument changer de sexe et qui, ne retrouvant jamais leur identité, finissent par mettre fin à leur jour. Eh bien, les droits de l'enfant vont dans cette direction-là. Je sais qu'il y a des pays où ça se fait, où on peut faire une opération de changement de sexe sur des enfants derrière le dos des parents. C'est pas derrière leur dos, parce qu'ils sont forcément au courant, mais sans leur consentement. Gardez vos gosses, gardez vos gosses. C'est effroyable. Pour les 9-12 ans, là on était entre 5 et 8. Hein, les 9-12 ans, et alors là je dis attention danger. Attention danger. Les parents, les éducateurs ou autres membres de la famille, dit-on, aident les enfants entre 9 et 12 ans à acquérir les valeurs et les aident à prendre leurs propres décisions. À partir de 9 ans, on explique aux gosses que c'est à eux de choisir ce qu'ils veulent faire. En tout, les parents sont devenus des conseilleurs. Il n'y a plus d'autorité. Aucun enfant, ni à 9 ans, ni à 12 ans, ne peut prendre des décisions. C'est à ses parents de les prendre. Là, on va leur inculquer que c'est fini, que eux ont le droit de prendre leurs décisions. On sape l'autorité parentale à partir de 9 ans. Alors qu'on est censé parler d'éducation sexuelle, là. Quel rapport, à votre avis ? C'est qu'on est en train d'induire chez les enfants à partir de 9 ans que coucher c'est bien, que dès qu'il aura envie, il pourra le faire, et qu'il est interdit à leurs parents de le leur interdire. Ça s'appelle les droits sexuels. Les droits sexuels, j'ai écrit un petit bouquin qui s'appelle comme ça, les droits sexuels ou la destruction programmée de l'enfance et de la famille. C'est une invention de 2008 qui consiste à dire tout le monde a des droits sexuels, y compris les enfants, et personne n'a le droit de vous empêcher de vivre votre sexualité comme vous l'entendez. Il y a une seule chose c'est pas une seule chose, mais la chose majeure qu'ils ont oubliée, c'est que dans le sexe, il y a le partenaire. Donc, avoir un droit sexuel, c'est avoir un droit sur l'autre. Ou alors, c'est plus un droit. Les enfants ont des droits sexuels. C'est marqué en toutes lettres dans la Déclaration internationale des droits sexuels. Les enfants ont des droits sexuels. Il est interdit de discriminer. Tout le monde a des droits sexuels, y compris les enfants. Donc, les parents ne pourront plus interdire. Alors, je reviens au programme pour les 9-12 ans, on veut leur faire reconnaître que tous les membres de la famille peuvent promouvoir l'égalité dans la famille. C'est-à-dire que des enfants de 9 ans vont pouvoir se mêler d'égalité entre papa et maman. Mais alors, attendez, comme je vous disais tout à l'heure, de quoi je me mêle ? On lâche les enfants pour déclencher des disputes entre les parents. C'est quoi ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Et en plus, on a affaire à des gens qui ne font pas la différence entre l'égalité et la similitude. L'égalité, il y a une égalité qui vaut, c'est l'égalité devant Dieu. On est tous égaux devant Dieu, on est d'accord ? On est d'accord ? Le reste, personne n'est égal à personne. Personne n'est l'égal de personne. Et c'est très bien comme ça. Les valeurs familiales saines, dit-on, impliquent la coopération, l'amour, l'égalité des genres et le respect du... Mais l'égalité des genres, dans les valeurs familiales saines, c'est quoi ? C'est que maman doit changer la roue et papa éplucher les légumes. Éplucher les légumes, tout le monde peut le faire, mais je veux dire, ça regarde qui ? On répartit les tâches dans le ménage comme on a envie, comme on l'entend. Et on va lâcher des gosses pour leur dire « t'as pas fait ci, t'as pas fait ça ». Et dites-moi, dans les valeurs familiales, je reprends coopération, amour, égalité des gens, respect mutuel. Et l'autorité ? Il n'y a pas d'autorité. C'est fini. Elle est abolie. Il n'y a plus d'autorité dans la famille. Alors que le propre, quand même, de la famille, c'est le lieu de l'autorité parentale, oui ou non. Sinon, c'est plus une famille. On leur explique. Ils ont
9 ans, c'est ça. On leur explique que la masturbation commence à la puberté ou même avant. Ils ont 9 ans, on leur explique ça. Ça veut dire, qu'ils n'y ont pas pensé avant, donc on va leur suggérer. Pour leur suggérer, on va leur montrer. Vous imaginez? Des textes de l'ONU. On est passé de la diabolisation de la masturbation à la promotion. C'est le monde dans lequel nous vivons. On va discuter avec les enfants de l'importance de décider en toute connaissance de cause d'avoir ou pas des relations sexuelles à 9 ans. En toute connaissance de cause à 9 ans. On explique comment poser des préservatifs masculins et féminins pour réduire le risque de grossesse non désirée. Alors, grossesse non désirée, c'est un pléonasme. Toute grossesse, par définition, est non désirée, puisqu'on a un sexe pour jouer avec, c'est plus pour faire des bébés. Donc, toute grossesse, pour prévenir, réduire le risque de grossesse, on va expliquer comment poser des préservatifs. Et on va faire ça en classe. On va faire ça en classe. Eh bien, moi, j'ai reçu le témoignage d'une jeune femme qui m'a raconté qu'on lui a fait faire ça sur un truc en plastique, devant toute une classe qui hurlait d'excitation. Obligatoire, les cours d'éducation sexuelle. Bon, elle n'avait pas 9 ans, elle était un peu plus... de toute façon, elle avait l'âge d'être humiliée. Vous imaginez? Les garçons au fond de la salle. Sous la surveillance de nos maîtres. 12-15 ans. 12-15 ans, on avance en âge. On va rappeler comment les normes sexuelles et les stéréotypes de genre ont un impact sur les relations romantiques. Attends, vous imaginez, attendez. C'est pas de moi ça, hein, c'est de... On va leur rappeler comment les normes sexuelles et les stéréotypes de genre ont un impact sur les relations romantiques. Ça veut dire quoi, ça? Ça veut dire, on va leur expliquer que si un garçon il est amoureux d'un garçon, il y a des normes qui ont un impact et puis qui veulent les empêcher de s'aimer, etc., etc. C'est-à-dire qu'on va introduire l'homosexualité comme une norme. C'est comme ça que ça passe. Et attendez, on va définir ces problèmes et leur trouver des solutions. Mais c'est quoi le problème? On est à l'école, là. C'est quoi le problème? Alors, les petits garçons qui n'ont pas pensé qu'ils pouvaient avoir des relations sexuelles avec d'autres petits garçons, alors là, on va leur montrer. Attendez, mais c'est du détournement de mineurs, c'est de l'attentat à la pudeur, c'est monstrueux, quoi. On leur apprendra à faire la différence entre les mythes et les faits en matière de sexualité. Ben, les mythes, c'est la morale, et les faits, c'est qui ne sait. C'est en toutes lettres, hein. Enfin, pas le commentaire il est de moi. Donc on fait relever la morale du mythe et la licence des faits, c'est-à-dire de la science. Et la science, c'est Kinsey. Alors, pour la petite histoire, il faut que je vous dise quand même de quoi est mort Kinsey. Kinsey, c'était un sadomasochiste, et quand il n'était pas sadique, il était masochiste, et il s'est infligé de tels tourments dans ses parties intimes qu'il en est mort. Et pudiquement, on a dit qu'il était mort de tuberculose, mais il n'avait pas la tuberculose là. C'est monstrueux. Et vous savez, Judith Reisman raconte ça très bien. Elle dit, il y avait des gens qui savaient tout ça. On savait que c'était un masturbateur compulsif, qu'il était pédéraste. On savait tout ça, qu'il faisait des orgies abominables. Sa femme, on voit sa femme avec un petit fichu qui tricote auprès du feu comme ça, puis avec son petit nœud papillon. Il faisait des orgies tellement atroces qu'il faisait ça dans le grenier de l'université à Bloomington. Ils avaient super insonorisé leur truc pour qu'on puisse entendre leur hurlement de nulle part. Et à côté de ça, qui tricote au coin du feu, des Kinsey. Eh bien, les gens savaient, il y avait des gens qui savaient, mais le barrage médiatique était tel qu'il n'y avait pas moyen que cette information-là passe le barrage des médias. Kinsey aurait pu 20 fois tomber. Il n'est jamais tombé. Il y avait la CIA et Rockefeller derrière, mais pas que. Il y avait les médias. Et Rockefeller, quand il a compris autour des années 1920, je crois, Rockefeller a compris comment il pouvait dominer, il a acheté tous les médias de l'époque. Et on y est, hein, les médias appartiennent en gros en France à 10 personnes, et dans le monde à, disons, quelques-uns de plus, quoi. Alors, on va... donc ils ont 12 à 15 ans, on leur inculque que c'est à eux de décider quand et avec qui avoir des relations sexuelles. Les gosses n'ont pas compris, ils sont bouchés, hein. On leur raconte depuis qu'ils ont 5 ans. Et on va discuter avec eux des relations sexuelles transactionnelles. Vous savez ce que c'est, ça? Mais c'est la prostitution.
C'est du sexe en échange de l'argent. Relation sexuelle transactionnelle, ça s'appelle la prostitution. Pourtant non. Et on va discuter des risques qu'elle implique. C'est-à-dire, la prostitution, c'est pas immoral, puisque rien n'est immoral, mais c'est risqué. Ma fille, si tu couches avec celui-là, tu vas peut-être attraper des trucs. C'est risqué. D'où l'intérêt de parler des relations sexuelles transactionnelles. Et comme il n'y a plus d'autorité parentale pour interdire à une fille de faire la putain, j'ai vu un placard, je l'ai trouvé sur internet, je ne l'ai pas vu dans la rue, j'ai vu un placard où on voyait des prostituées en tenue de combat et avec un slogan « Non à la putophobie ». Ça n'a pas été suivi d'effet. Ça va peut-être ressortir. Non à la putophobie. Espèce de pute. Ah, c'est de la putophobie. Bah oui. Ça n'a pas pris. Ça sera pour la prochaine fois. On évoque la contraception d'urgence, c'est-à-dire l'avortement médicamenteux. Savez-vous que les avortements médicamenteux se font à l'infirmerie de l'école? À l'infirmerie de l'école, sans que personne ne soit au courant. J'ai vu un texte qui dit « On autorise la fille à en parler à son père ». Oh ben heureusement. Elle a le droit de ne pas lui dire, mais on l'autorise à lui dire. Vous vous rendez compte de l'hypocrisie du truc? C'est une école de négation de la famille. C'est l'évacuation des parents, ça. On dresse les gosses contre leurs parents. 15-18 ans. Alors, il existe de relations saines et malsaines. Oui, mais ils disent pas lesquelles. Ils disent pas lesquelles. Il y en a, donc il faut en parler. On fera reconnaître que tout le monde peut devenir parent indépendamment du genre, de la maladie, de l'orientation sexuelle ou de l'identité de genre. C'est-à-dire qu'à 15-18 ans, on va leur expliquer qu'ils ont le droit d'avoir des enfants. Mais le droit d'avoir des enfants, c'est la GPA, c'est la PMA ou c'est le trafic. Eh bien, ça s'appelle un droit sur les enfants des autres, dont on a vu l'application en Angleterre. Bientôt chez nous. Parlons transaction. Il y a de quoi dire. On rappellera que les relations transactionnelles peuvent limiter la possibilité de sexe sans risque. Limiter la possibilité de sexe sans risque. Se prostituer. Vivre sa vie sexuelle librement implique de savoir comment éviter les maladies et les grossesses non désirées. Grossesse non désirée. Il n'y a que des grossesses non désirées. Jamais entendu parler de grossesse désirée. C'est même pas ça. Jamais entendu parler dans tous ces textes. Et croyez-moi, j'ai lu des centaines de pages de grossesses menées à terme pour recevoir la vie. Nulle part. On insiste sur les risques de l'avortement bricolé, façon de promouvoir l'avortement libre et gratuit, l'avortement bricolé. Alors c'était la justification de Simone Veil. Moi je me souviens des débats de Simone Veil concernant la légalisation de l'avortement, c'est que les avortements bricolés faisaient des morts. Des femmes qui voulaient absolument. Et c'est l'argument qui a été utilisé, alors que maintenant c'est loin derrière. Moi je crois à la sincérité de Simone Veil quand elle a défendu son projet. Je me souviens, elle était très très émue. Je m'en souviens. Alors, on insiste pour dire que l'adoption est une option pour les gens qui ne sont pas prêts ou pas capables de devenir parents. Pas prêts ou pas capables, ça veut dire quoi? Pas capable, ça veut dire homosexuel éventuellement. Pas prêt, ça veut dire quoi? Si vous n'êtes pas prêt, vous n'êtes pas prêt à avoir des enfants, vous êtes prêt à en adopter. Ça veut dire quoi? Mais ça veut dire pas capable, ça veut dire homosexuel, c'est-à-dire que tout le monde a le droit d'adopter, y compris un homosexuel seul. Un certain Frédéric Mitterrand, qui ne s'est jamais marié, qui n'est pas ni en couple ni pacsé, il a adopté. Un garçon. Bah. Qui est le grand promoteur de ces droits sexuels aux enfants? Numéro 1, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, qu'on a vu à l'œuvre récemment. La Déclaration des droits sexuels, qui a été publiée en 2008 par la plus que contestée Fédération internationale du planning familial, IPPF. Vous connaissez le planning familial? Oh, moi, quand j'étais jeune, on me disait « Ah, le planning familial, heureusement qu'il y a ça, etc. » Le planning familial, ce sont des eugénistes. À l'origine, le planning familial, ce sont des gens qui veulent empêcher les pauvres de se reproduire, surtout les Noirs.
Donc, qui planifie la famille par la... J'ai fini, j'ai bien, pas encore tout à fait, mais presque. Alors, l'IPPF non seulement promeut l'avortement à tout va, mais vit du trafic d'organes récupérés sur les fœtus encore vivants. Est-ce que vous êtes au courant de ça? Oui. Mais les vaccins contre le Covid, c'est avec des souffles d'enfants avortés. Voilà, exactement, exactement. Et il y a une médecin salariée de l'IPPF qui a été piégée un jour par une journaliste qui l'a filmée à son insu. Et la journaliste s'est fait passer pour quelqu'un qui était acheteur de cœur, poumons, etc. Et elle lui a dit $500, etc. On a vu ça sur un Oui, et c'est l'IPPF que Donald Trump, d'ailleurs, à qui Donald Trump a rigoureusement coupé les fonds. Parce que non seulement ils se font des mille et des cents à faire du trafic d'organes, mais en plus de ça, ils étaient subventionnés, puisque le droit des femmes, donc l'avortement, etc. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore, voici ce que sont les droits sexuels tels que l'IPPF, non international du planning familial, les a définis en 2008. Et ces droits sexuels ont été repris par l'ONU. Article 1er, les droits sexuels, c'est le droit de jouir d'une sexualité indépendante de la reproduction et d'une reproduction indépendante de la sexualité. À quel titre? C'est-à-dire qu'il n'y a plus aucun rapport entre faire l'amour et faire des enfants. Pourquoi? Parce que. Il n'y a pas d'autre réponse. Ça veut dire, le sexe n'est plus le moyen de se reproduire, c'est le moyen de s'amuser. On a un sexe pour jouer avec. C'est tout. Tout le reste est inopportun. C'est en Allemagne, en 1921, ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, que s'est tenue la première rencontre de sexologie, organisée par un certain Magnus Hirschfeld. 5 ans plus tard, son compatriote Albert Moll organisait une autre rencontre de sexologie, et les congrès vont se suivre jusqu'à la décapitation totale du mouvement en 1933. Adolf arrive au pouvoir, quick. Alors, ce qu'on ne sait pas, c'est si Adolf Hitler a mis fin à la grande vague sexologiste parce que tous ses adeptes étaient juifs, parce qu'ils étaient tous de gauche ou parce qu'ils étaient tous homosexuels. En tout cas, ils étaient les trois. Et ils sont partis en Amérique. On les a retrouvés. Enfin, pas ceux-là, forcément. Voilà. Donc, l'OMS promeut tous les textes les plus délirants en direction de la sexualité des enfants, de la sexualisation précoce, de l'éducation à la masturbation dès l'école maternelle. Et, comment elle s'appelle Marlène Schiappa a dit « C'est pas vrai que gna 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 ». Elle me visait, hein, parce que j'avais sorti une vidéo en disant « Alerte, alerte, il y a péril en la demeure ». Il dit « C'est même pas vrai ». Ah non, c'est pas vrai, mais j'ai sorti le texte, j'ai dit « Ça, c'est quoi ?» Alors, je lui ai pas donné à elle, parce que je fréquente pas ces gens-là, mais je l'ai mis sur Internet, je lui ai dit « C'est marqué là, attendez, c'est marqué là. Arrêtez de dire que c'est pas vrai. » Ils mentent. Et je vous assure, si les parents savaient, c'est pour ça que c'est important que vous veniez, si les parents savaient ce qui se fait à l'école, ils interdiraient à leurs gosses d'y aller. Mais on le cache. Pendant ce temps-là, à l'ONU, parce que c'est quand même l'ONU qui dirige tout ça, un rapport révèle que l'ONU emploie 3300 pédophiles responsables de 60 000 viols au cours de ces 10 dernières années. C'est un minimum, parce que c'est 60 000 viols répertoriés. Donc l'ONU emploie des pédophiles. En plus des 3300 pédophiles qui travaillent pour l'organisation, des milliers d'autres agresseurs sexuels prédateurs ciblent spécifiquement les emplois caritatifs pour se rapprocher des femmes et des enfants vulnérables. Vous êtes un pédophile, qu'est-ce que vous allez pouvoir faire d'intéressant? Ah ben je sais pas moi, sur un tremblement de terre par exemple, brancardier et tout. Servez-vous. Qui est-ce qui va vous arrêter? Vous imaginez les situations de détresse? C'est le diable. Si vous portez un t-shirt de l'UNICEF, personne ne va vous dire qu'est-ce que vous foutez là. D'accord? Donc l'ONU attire les prédateurs sexuels. Alors je ne dis pas que tous les agents de l'ONU sont des prédateurs sexuels. J'ai pas dit ça et je ne le pense pas. Mais les prédateurs sexuels vont se mettre là. Tant qu'ils peuvent. Durant l'année 2016, les casques bleus et le personnel civil des Nations Unies ont maltraité 311 victimes sur une période de 12 mois. Or, on admet que seul un cas sur 10 de tous les viols est signalé, faites le calcul. Tous les lanceurs d'alerte sur les exactions de l'ONU ont été licenciés. Voilà. En Haïti, un scandale impliquant des casques bleus et des hauts fonctionnaires du monde entier a éclaté. Personne n'a été emprisonné. Ils couchaient avec des enfants de 12 ans. 300 enfants se sont manifestés pour témoigner. Et il ne s'est rien passé.
La collusion, et j'en termine là, entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, les agences de l'ONU, l'interdiction de la fessée, la promotion des droits de l'enfant, coïncide avec le total renversement des valeurs, la mise sous tutelle des parents à l'échelle mondiale et la transformation du sexe en activité de loisir de plus en plus centrée sur la violence et la mort. Il y a péril en la demeure. Voilà.